impact sur le milieu international, elle a un impact sur la politique interne. Et ici, je voudrais prendre en considération deux hypothèses. D'abord, l'hypothèse de la formation de l'État par la guerre, ensuite l'hypothèse de la transformation des États, des régimes du fait de la guerre. Je crois que l'hypothèse de la formation de l'État par la guerre a été fortement abordée ce matin par les précédents opinants, mais je voudrais quand même rappeler que quand nous reprenons Hobbes et son hypothèse philosophique, comment advient l'État? L'État advient pour mettre fin à la guerre de tous contre tous. C'est la peur de la guerre ou la réalité de la guerre qui amène à envisager l'État comme institution d'ordre. C'est au plan philosophique. Mais à Hobbes, il faut ajouter, comme l'a merveilleusement fait le professeur Belomont Charles Tilly, qui, à partir de l'histoire des sociétés européennes, 17e, 18e, 19e siècle, nous rappelle qu'il y a un lien entre construction de l'État en Europe et guerre. Les États européens sont des produits de la guerre. Là, c'est la formule state making and war making, ou alors state making as organized crime, ce qui est plus fort. La construction de l'État comme crime organisé, pour rendre compte des expériences d'étatisation en Europe. C'est le travail que fait Charles Tilly, travail qui renseigne pour poser l'hypothèse de la formation de l'État par la guerre. Mais la formation de l'État par la guerre, nous ne devons pas seulement l'envisager dans une perspective sociologique. Nous devons aussi l'envisager dans une perspective d'organisation de l'État. Parce qu'on ne peut pas penser les États sans les politiques de défense. Et il n'y a pas d'État qui soit dépourvu d'une politique de défense. Et l'importance des politiques de défense est telle que, dans certains pays, je pense d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique, on a eu à parler du complexe de sécurité pour montrer la relation qui existait entre le secteur de la défense, le secteur de l'économie et même le secteur de la politique. Bref, vous avez des États qui fonctionnent à partir de toute une culture de la guerre. Donc, la guerre est aussi un facteur d'organisation des États, d'organisation en interne des États. Voilà pour ce qui est de l'hypothèse de la formation de l'État par la guerre. Envisageons maintenant l'hypothèse de la transformation des États et des régimes par la guerre. À ce niveau, je voudrais vous proposer deux considérations. D'abord, ce qu'on pourrait considérer comme une transformation conservatrice et par la suite une transformation de rupture. Les transformations conservatrices voient l'influence de la guerre sur l'ordre politique interne. Rappelons-nous quand même que les circonstances exceptionnelles prévues par les constitutions de tous les États sont prévues. Ces circonstances exceptionnelles sont prévues par rapport à la perspective de la guerre. Et il faut voir comment est-ce que les catégories d'état d'urgence, d'état d'exception vont être mobilisées dans les pays européens dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on voit très bien comment un régime peut être transformé, peut être influencé. Vous pourrez reprendre les grands débats, notamment dans un pays comme la France, au niveau du Conseil d'État, sur les limites de l'état d'exception, les limites de l'état d'urgence par rapport aux questions de droits de l'homme et de démocratie. Cette influence conservatrice, on peut aussi l'envisager aux États-Unis d'Amérique à travers ce qu'on a appelé Patriot Act, au lendemain des attaques terroristes de septembre 2011. La manière avec laquelle la législation est amenée à évoluer, c'est du fait de la guerre. La guerre contre le terrorisme, qui a un impact
sur la législation. Je voudrais aussi que nous envisagions cette transformation conservatrice pour montrer que la guerre, quand vous prenez la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, elle ne débouche pas sur la fin des États-Unis. Bien au contraire, il est historiquement démontré qu'au terme de la guerre de sécession, on a plutôt assisté à un renforcement de l'Union. Il en est de même de la guerre de sécession au Nigeria. La guerre de sécession au Nigeria qui a débouché sur un renforcement de l'État fédéral. Tant et si bien qu'à un certain moment, certains auteurs ont envisagé la thèse de l'évolution du Nigeria vers un État unitaire. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir montrer que l'influence de la guerre sur l'ordre politique interne n'est pas toujours une influence en termes de fin de l'ordre politique interne. L'ordre politique interne peut persévérer moyennant un certain nombre d'adaptations. Ce sont ces adaptations qui ont été relevées. Envisageons maintenant des transformations de rupture du fait de la guerre au niveau de l'ordre politique interne. Je vais rapidement prendre juste quelques exemples historiques pour pouvoir illustrer cela. C'est de dire que les guerres, quand nous prenons la thèse par exemple de la démocratie au Japon est fille de la Deuxième Guerre mondiale, notamment sous l'angle de la monarchie constitutionnelle. On se souvient de la constitution MacArthur. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui va influencer la démocratisation du Japon. Il en est de même au Portugal. Parce qu'au Portugal, ce sont les guerres coloniales qui vont être à l'origine de la révolution des œillets en 1974. Nous avons là un exemple de démocratisation du fait de la guerre. Mais seulement, n'oublions pas que la guerre peut aussi mettre fin à l'ordre politique. Les guerres civiles qui entraînent des déliquescences. Prenez le cas du Soudan, la guerre qui débouche sur l'indépendance du Soudan du Sud, l'Éthiopie, la guerre qui débouche sur l'indépendance de l'Érythrée. N'oublions pas, quand nous prenons l'exemple classique de la guerre du Péloponnèse, la guerre du Péloponnèse débouche sur la fin de la démocratie athénienne, parce que la démocratie avait été jugée comme responsable de la défaite. Donc, la guerre, elle a une influence permanente dans l'ordre interne. On aurait bien pu envisager l'influence de la guerre sur l'économie, notamment les tensions inflationnistes du fait de la guerre, en illustrant notamment la partie du cas de l'Allemagne, de la France et autres. Ce qui est important de noter, c'est que l'influence de la guerre, elle est permanente et elle peut aller dans tous les sens. Mention doit quand même être faite de ce que, étant donné que dans la perspective de Clausewitz, la guerre peut entraîner une montée aux extrêmes, il ne faut jamais perdre de vue que la guerre peut avoir des conséquences en termes de radicalisation de la politique. Cette radicalisation de la politique va déboucher sur les crimes de guerre, sur les crimes de masse, sur des génocides. Alors ces exemples-là sont suffisamment connus. Il y a donc une relation de causalité adéquate entre la guerre et la politique. Tant et si bien que l'on peut considérer la guerre comme une activité à l'occasion de laquelle est rédigée la fiche d'état civil de la politique. Toutefois, le déterminisme exercé par la guerre sur la politique est un déterminisme relatif. D'où l'hypothèse des limites de la guerre comme variable explicative de la politique. Penser la politique avec la guerre, l'hypothèse de la guerre comme déterminant relatif de la politique. D'abord, quelques considérations de méthode. Première considération de méthode, dans le champ social, nous le savons tous, il n'existe pas de déterminisme absolu. On ne peut pas dire que la relation entre la cause et les faits est une relation mécanique dans le champ social.
Deuxième considération de méthode, plutôt que le déterminisme, peut-être faut-il recourir à la notion weberienne d'affinité élective, ou tout simplement d'affinité, pour rendre compte de la relation entre la guerre et la politique, la guerre étant considérée comme un facteur parmi d'autres qui peut exercer une influence sur la politique. Ces considérations de méthode étant faites, ce qu'il y a lieu de relever fondamentalement à travers l'hypothèse de la guerre comme déterminant relatif de la politique, c'est qu'en fait, la guerre est une variable explicative insuffisante. C'est une variable explicative insuffisante qu'il faut mettre en exergue, mais c'est aussi une variable explicative insuffisante qu'il convient de célébrer. La guerre a une insuffisance intrinsèque en tant que variable explicative. Une insuffisance intrinsèque, pourquoi? Première considération, la guerre, c'est une variable polysémique. Elle est greffée vraiment d'un coefficient d'insécurité élevé. Parce que lorsqu'on dit que la guerre, c'est la cause, la politique, c'est la conséquence, il faudrait donc voir si la même cause produit le même effet pour qu'on puisse asseoir la validité de la guerre comme variable explicative. Or, l'impact de la guerre sur la politique n'est pas uniforme. Aux États-Unis, la guerre de sécession débouche sur le renforcement de l'Union. En Éthiopie et au Soudan, la guerre de sécession débouche sur l'apparition de nouveaux États. Il y a des cas dans lesquels la guerre débouche sur la démocratie. Il y a d'autres cas dans lesquels la guerre débouche sur des régimes autoritaires. Donc, il y a instabilité. Parce que quelle est donc cette cause valable qui ne produit pas les mêmes effets? L'insuffisance intrinsèque de la guerre tient aussi à la fameuse formule de Clausewitz. Lorsqu'il situe la guerre sur le même continuum dynamique que la politique, je voudrais le citer in extenso, la guerre n'est pas simplement un acte politique, mais véritablement un instrument politique, une continuation des rapports politiques, la réalisation des rapports politiques par d'autres moyens. Ça. Et il poursuit en disant toutes les guerres peuvent être considérées comme des actions politiques. Si vous voulez, la guerre est donc un moyen de la politique. La guerre est donc un moyen de la politique. Donc nous revenons à la formule weberienne. Donc la guerre fait partie des ressources, des moyens de la politique. Il n'y a pas extériorité entre guerre et politique. Cela relève une fois de plus l'insuffisance intrinsèque de la guerre comme variable explicative qui serait extérieure à la politique. La troisième insuffisance intrinsèque de la guerre comme variable explicative, c'est qu'en fait, la guerre, à la suite de Clausewitz, dépend de la politique. Cette fois-ci, on va plus loin que Clausewitz. On va plus loin que Clausewitz en convoquant un certain nombre de thèses liées à la dynamique des relations internationales depuis au moins 1928, avec le pacte Briand-Kellogg. N'oublions pas que le pacte Briand-Kellogg, c'est la mise hors la loi de la guerre. Mise hors de la loi de la guerre par les politiques. Toute la dynamique du droit international humanitaire qui vise à civiliser la guerre, c'est une prise en charge de la guerre par la politique. Et non pas la formule du préambule de l'UNESCO, de l'acte constitutif de l'UNESCO, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Donc, la guerre n'assujettit pas la politique. Bien au contraire,
la politique influence fortement la guerre. La guerre n'est pas la variable indépendante qui a été initialement mise en exergue. C'est aussi davantage une variable qui dépend de la politique. Donc, insuffisance intrinsèque de la guerre. Venons-en maintenant à l'insuffisance extrinsèque de la guerre. Parce qu'en fait, le domaine de définition de la guerre est vaste. Autant pour moi, le domaine de définition de la politique est vaste. On ne peut pas uniquement rendre compte de la politique à partir de la guerre. Il y a d'autres facteurs qu'il faut pouvoir prendre en considération. Et je voudrais m'en tenir ici à deux principales considérations. La première considération, c'est que on peut, et alors ce que disait si bien le père recteur de l'Université catholique, on peut et peut-être on doit définir la politique par la paix. Nous revenons là à la thèse d'Emmanuel Kant et son projet de paix perpétuelle. Les États qui forment une communauté civile universelle. Donc, vouloir s'en tenir uniquement au rapport entre politique et guerre, c'est un choix. Ce n'est pas un destin. On peut aussi penser la relation entre politique et paix. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'auteurs. J'ai cité Kant. J'aurais aussi bien pu citer John Locke. Et son gouvernement civil, la manière avec laquelle il perçoit l'anarchie. On peut envisager d'autres facteurs. On peut aussi envisager l'influence de l'économie sur la politique. Pourquoi s'en tenir uniquement à la guerre? L'économie influence la politique et peut même, pensent certains auteurs, favoriser la paix du fait du renforcement de l'interdépendance entre les États, entre les sociétés. La deuxième considération que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'en fait, la politique n'est pas uniquement déterminée par des facteurs. C'est vous montrer l'insuffisance intrinsèque, extrinsèque, autant pour moi, de la guerre comme variable explicative. Ce ne sont pas que des facteurs qui influencent la politique. N'oublions pas qu'au cœur de la politique se trouvent des acteurs, si vous voulez, des agents, en tout cas des êtres humains. Et ce sont ces êtres humains qui font la guerre. Ce sont ces êtres humains qui font le choix de la paix ou de la guerre. Je voudrais ici renvoyer à l'excellent ouvrage de Ian Kershaw, Choix fatidiques, 10 décisions qui ont changé le monde. 1940-1941. C'est un ouvrage intéressant, ce sens qui montre que, à chaque moment, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des possibilités de choisir entre la paix et la guerre. Et sur la base d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre de variables, les acteurs décisifs alors de cette démocratie occidentale ont choisi la guerre. Donc, la guerre n'est pas qu'un destin. Les acteurs politiques ne sont pas qu'agir. Ils peuvent agir. Ils peuvent décider. C'est par exemple le cas du choix de la paix entre le Cameroun et le Nigeria, à l'occasion du différend entre les deux pays. C'est une expérience, c'est une sagesse, c'est une conviction qui amène le président Paul Biya à opter pour le règlement pacifique du différend entre le Cameroun et le Nigeria. Donc, la guerre n'est pas un destin, la guerre n'est pas une fatalité. On peut faire un autre choix. On peut faire le choix de la paix, en fonction des convictions, en fonction des valeurs. Comme vous l'avez constaté, il y a insuffisance extrinsèque de la guerre comme déterminant de la politique. Mais cette insuffisance extrinsèque ne doit pas déboucher sur une répudiation de la guerre
comme catégorie intéressante, comme catégorie pertinente du discours. J'ai le dernier point, monsieur le recteur. En fait, c'est l'éloge de la relativité de la guerre comme variable explicative. Il s'agit en fait de dire, de rappeler, à la suite de Popper, que la relativité permet la falsifiabilité. Justement, parce qu'on dit que la guerre est un déterminant relatif de la politique, alors la guerre doit être prise au sérieux scientifiquement. Parce que c'est une variable relative, ce n'est pas une variable absolue. Il n'existe pas de variable explicative qui soit autosuffisante. Donc la relativité de la guerre comme variable explicative de la politique ne remet pas en cause sa pertinence. La relativité de la pertinence est une illustration de sa fécondité heuristique. À ce stade, je voudrais recourir volontiers à un célèbre quatrain attribué à Jean de La Fontaine, que j'apprécie bien avec le doyen Alain Ondoa. Bornons ici cette carrière, les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. C'est pour dire que si fleur il y a dans mon propos, c'est l'argument suivant lequel il n'existe pas de facteur autosuffisant pour définir la politique. C'est l'interaction entre facteur et acteur qui doit être davantage mieux saisie pour situer ce qu'est la politique. Ce sont les acteurs qui donnent sens aux facteurs. Certes, les facteurs influencent le jeu des acteurs, mais les acteurs ne sont pas pour autant dépourvus de libre arbitre, ne sont pas pour autant dépourvus de choix. La guerre comme la paix sont des choix. Je vous remercie.